la Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle Visiteurs du soir, qui propose des rencontres avec des professionnels du livre et de l'enfance, Nathalie Beau reçoit l'illustrateur Gérard Lau-Monaco. Merci beaucoup à tous d'être là. C'est vrai qu'on se réjouit tous en fait de ce moment privilégié qu'on va pouvoir partager avec Gérard Lau-Monaco. Alors c'est vrai que quand on se penche sur son œuvre, on est un peu pris de tournis. Sa créativité se manifeste dans différents domaines et elle est toujours d'une richesse absolument impressionnante. Alors on pressent une très très grande exigence et la poursuite d'une ligne de force qui sera tracée entre l'Argentine, qui est son pays d'origine, et la France, qui est son pays d'artiste. Alors cette ligne traverse la mer et elle croise de fabuleux navires qui sont une source d'inspiration essentielle pour Gérard. On pressent aussi un chemin assez solitaire d'un être qui s'est construit en dehors des écoles, en dehors des mouvements et en toute discrétion. Et je trouve un peu trop quand même. Heureusement, le public a pu découvrir son travail davantage grâce à l'exposition dans l'atelier de Gérard Lau-Monaco à la médiathèque Françoise Sagan de novembre à janvier dernier. Et dans l'atelier de Gérard Lau-Monaco, il y a des objets. Alors, on découvre un Gérard Lau-Monaco dessinateur, peintre, sculpteur, bricoleur de génie, évidemment avec des morceaux de papier découpés dans tous les sens, ça on le sait aussi. Mais donc vraiment un monde, un univers absolument. Et on aura la chance aussi, en janvier prochain, en fait, de découvrir une nouvelle exposition. Donc, c'est vraiment le grand flash sur Gérard Lau-Monaco à l'École Estienne, qui va donc lui consacrer une grande exposition, encore plus grande qu'à François Sagan, et qui fera l'objet aussi d'un catalogue. Ça, on se réjouit énormément. Alors voilà, nous allons plonger dans son univers pour essayer de comprendre qu'est-ce qui unit toute cette œuvre, parce que je trouve qu'elle a en plus une réelle unité. Qu'est-ce qui la motive et d'où lui vient une telle énergie créatrice? Bonsoir. Vous m'entendez? C'est bien? Bon, très bien. J'étais un peu inquiet en dehors du fait d'être devant vous, de ne pas m'exprimer suffisamment bien et que on ne m'entende pas au micro. Ouais. Donc merci beaucoup d'être ici. C'est vraiment très sympathique de vous voir tous réunis. Et j'espère qu'on passera un bon petit moment vous avez compris qu'on allait parler beaucoup de livres et de design graphique, de bouquins, pas seulement, j'espère aussi peut-être on va croiser mon activité comme marionnettiste à un moment donné, qui a fait partie de mes grandes passions, qui continue toujours d'en faire partie. Alors voilà, donc Gérard Lau-Monaco est né en Argentine. Alors, où ça dans cette carte? Buenos Aires. À Buenos Aires, oui. Directement. On voit sur la carte Buenos Aires. Et c'est amusant parce que je suis un peu à la recherche en ce moment, probablement pour cette exposition que je vais faire à François Sagan, à Estienne, de certaines photos qui étaient avant mon arrivée en France, et j'ai découvert en cherchant dans mes archives des vieilles photos de mes parents et de moi-même, pas plus tard qu'aujourd'hui, avec un peu d'émotion, sur le bateau qui nous amenait en France, au Havre, qui partait du port de Buenos Aires pour le Havre, sur le Formose. Et j'ignorais cela. Je connaissais le nom de certains grands paquebots. Vous allez voir que les bateaux ont été une source pour moi d'inspiration. Peut-être à travers ces grands voyages, j'en ai fait une douzaine sur des grands paquebots, puisqu'on venait 3-4 fois en France par an. Et donc le Formose, j'ignorais, je connaissais des voyages sur le Leineck, qui était un cargo mixte de la compagnie des chargeurs réunis. Et le Formose était le paquebot sur lequel Blaise Cendrars a fait son voyage au Brésil et en Argentine, aller et retour. Alors peut-être ai-je croisé en 1952 à bord du Formose Blaise Cendrars. Mais pourquoi est-ce que vous veniez régulièrement en France ?
Parce que d'abord une partie de la famille était en France et mes parents étaient attachés à la France. Ils étaient en Amérique du Sud, en Argentine pour une partie de la famille aussi, mais pour les affaires de mon père qui était le continuateur de mon grand-père qui faisait broderie, fleurs artificielles et soieries. Oui, fleurs et broderie. Un monde en couleur, ouais. c'est bien. Ouais. Ouais. Donc il avait ses affaires là-bas et on venait 2-3 fois en France par an. Et qu'est-ce qui a motivé l'installation en France de toute la famille? Bah plutôt, sans doute le péronisme, qui était à l'époque une dictature et mon père avait ramené toute sa famille en France pour ne pas la subir, cette dictature. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on a 10 ans et qu'on vient vivre en France? C'est traumatisant, c'est réjouissant? Encore une fois, des souvenirs récents, puisque j'ai eu l'opportunité d'aller chercher tous ces albums photos qui, à la mort de mon père, étaient chez mon frère, près de Gien. Et en ramenant ces albums-là, je discute avec mon frère et lui, il a mal vécu le retour en France. Et moi, je lui disais, j'ai l'expérience tout à fait contraire à la tienne. Il m'a semblé qu'en arrivant en France, tout à coup, ouvrant les fenêtres, bourdonnait une grande ville avec des promesses artistiques, les musées, Paris, la France, qui était pour moi un lieu de culture. Ouais. Et donc, on a vécu des expériences différentes et j'étais tout de suite ravi de m'acclimater à cette nouvelle vie. Alors, en quoi on peut penser que l'Argentine est marquée aussi ton œuvre, en fait? Et est-ce que l'Argentine l'a nourrie d'une certaine façon? Oui, d'abord la langue. Je n'ai pas cessé de parler espagnol, y compris parfois à la maison. On parlait dans les deux langues, on se mélangeait les pinceaux, on commençait en français, on finissait en espagnol. Et donc je continuais à lire, ou en tout cas je lisais les Borges ou les autres auteurs, et la musique aussi. Je fais un peu de guitare, donc Atahualpa Yupanqui, tous ces grands, ces influences-là extraordinaires pour moi ont toujours cohabité. Et j'ai peut-être même un peu contre mes parents aussi, parce que pour s'installer dans un pays, il faut avoir des certitudes, et souvent les personnes qui s'installent dans un nouveau pays veulent gommer leur expérience passée pour s'intégrer. Et moi, c'est tout le contraire, je refusais cette totale intégration. Je voulais écouter la musique, continuer à lire en espagnol, et au fond, dans la famille, j'étais peut-être le plus argentin de nous 5. Et c'est ce que tu as fait, en fait, en continuant, je t'imagine, à connaître les cercles argentins à Paris, tous ces musiciens incroyables, et par exemple, travailler pour ce label Mañana, qui est un label consacré à la musique argentine. Oui. C'est pas venu tout de suite. Il y a eu quand même un grand passage où je n'avais pas de contact avec les Argentins à Paris. C'est venu beaucoup plus tard, avec la rencontre de musiciens argentins, où on a eu l'idée de créer un label de tango contemporain. Donc on l'a appelé Mañana, et moi j'ai fait tout le design de cette collection. On n'a aucun témoin ici, mais ça existe, et on peut encore aujourd'hui se procurer ces disques. Ils sont toujours en distribution à travers le site mañana.com, je crois. Et j'ai voulu que tous ces disques soient aussi accompagnés d'un pop-up. C'était une manière aussi de situer cette collection. Et peut-être même d'aller contre les avis à l'époque des commerciaux. On était distribué par Naïve, et Naïve me disait non, mais il faut faire un format qui rentre dans les rayons des Fnac, etc. Et je dis, on s'en fout, je fais le disque que j'ai envie. Donc j'ai choisi un format carré en m'inspirant de ce que faisaient les Japonais quand ils rééditaient les 33 tours de jazz ou de musique. Ils le
réédité dans une forme carrée parce que il reprenait les visuels des 33 tours. Donc en fait, c'est une collection qui rentre absolument pas dans les linéaires. Et aujourd'hui, elle me donne raison puisque on continue, alors qu'il n'y a plus de linéaire, dans rien du tout, on continue à un peu trouver cette collection sans pour autant créer de nouveaux titres. Mais il y a une quinzaine d'albums encore disponibles. Oui. Et je trouve que, en fait, dans ces pop-up et tout ça, il y a vraiment la recréation de cet univers argentin où on mélange le profane et le sacré. Je trouve ça, c'est vraiment absolument formidable. Donc, sur Internet aussi, vous pourrez voir d'autres pochettes de disques et d'autres pop-up de ces disques qui sont absolument amusants comme tout. L'objectif, c'était de faire un disque avec un plus, une jolie présentation, un pop-up, sans qu'il coûte plus cher qu'un disque qu'on trouvait à l'époque. Et c'était possible? Oui, c'est possible. Oui, il suffit de réduire la marge. Mais ça, c'est difficile d'expliquer aux majors aujourd'hui. Nous, on a créé ce label avec Eduardo du groupe Gothane. Et donc, comme on finançait, on se permettait toutes les fantaisies, y compris celle de perdre un peu d'argent. Oui, Gothane, c'est tango, en fait. Oui, c'est ça. Voilà, c'est le Verlan. Le Verlan de tango, ce qui est quand même tout à fait merveilleux. Alors voilà, on arrive à Paris. Et en fait, la première... Enfin, d'abord, il y a l'enfance ou l'adolescence. Et puis, on a l'impression très, très jeune, en fait, la rencontre avec le monde du théâtre. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Je rencontre mon goût pour le théâtre m'a amené sans doute à fréquenter des personnes proches du monde du théâtre et parmi l'une de ces personnes, Jérôme Savary du Grand Magic Circus. Ah oui. Voilà, et donc je rentre dans la troupe, si toutefois on peut dire que c'est rentrer dans la troupe que de faire le décor. Mais très très jeune. Oui. Avant, tu avais fait des études? J'ai pas fait beaucoup d'études. Je m'en suis dispensé. En tout cas, ce qui est incroyable, tu as jamais fait aucune école d'art. Non. L'école de la rue, l'école de la rue. Non, parce que les écoles d'art demandaient un certain niveau et effectivement étant décalé par rapport à la France, venant d'Argentine avec des niveaux qui ne correspondaient pas, j'avais du mal à m'intégrer dans une école. J'ai essayé une école qui était l'école de la rue Saint-Benoît, une école d'art, et j'y suis resté 3 jours. C'est pas beaucoup. Ça me paraissait long déjà. Parce que je voyais pas ce qu'on me demandait de faire. C'était et voilà, l'enseignement était sans doute pas adapté à ma nature. Mais c'était quand même une chose de pouvoir aller au théâtre, de pouvoir rencontrer Jérôme Savary, découvrir le Grand Magic Circus, et s'intégrer comme ça dedans. Comment on fait? Tout simplement, tout naturellement. Je pense que c'est une époque aussi où les contacts étaient d'une grande facilité. L'approche, il y avait des familles d'idées et au fond, je me suis jamais posé la question. Ni personne se posait la question. On avait besoin d'une main pour faire les décors. Il y avait déjà Michel Lebois qui était le décorateur en chef du Magique, mais on était tous des copains et il s'agissait de faire un travail sans argent. Donc en fait, de là, on a érigé une espèce d'esthétique une esthétique du théâtre pauvre. Avec des planches de contreplaqué découpées qui figuraient des palmiers, un pin, vous savez, les pins, c'est ces poids de plomb qu'on pose sur les décors pour qu'ils ne tombent pas. Et au fond, c'est une esthétique aussi du théâtre forain. Peut-être que c'est là que j'ai pu rencontrer mes premières émotions par rapport à ce qui m'a beaucoup plu plus tard de développer, c'est l'idée de mouvement du forain, quelque chose d'assez humble, mais qui a une esthétique toute particulière et
Et c'est le Grand Magique Circus qui m'a donné ce goût-là, que après, ailleurs, j'ai pu appliquer. On peut voir peut-être même dans Le Petit Prince, quand il s'agissait de faire 64 pages animées, 68 pages même animées, je me suis servi de cette idée-là, de 30 ans en arrière, de faire que toutes les pattes de collage du livre, pour des raisons de coût, de rationalisation, d'économie, toutes les pattes de collage, au lieu d'être cachées dans les pages, ce qui aurait demandé de faire le double de poids de papier et donc de payer du papier inutile, au lieu de le cacher, que tout soit à vue. Donc il y a un mot aussi en théâtre que j'aime beaucoup, c'est les décors à vue, c'est-à-dire un décor que l'on voit et on voit aussi ce que l'on cache dans les grands théâtres, c'est-à-dire comment c'est monté, comment ça tient. Et si vous le faites, il y a une esthétique qui en découle, d'économie qui m'intéresse toujours aujourd'hui. Mais à cette époque-là, tu dessinais, tu peignais pour toi ou... Oui, toujours. Oui, oui, toujours. Oui, oui, c'était ma manière de m'exprimer. Ouais. Avoir un crayon sur soi me paraissait naturel. Et donc là, on voit cet extraordinaire décor que tu as J'ai failli l'amener. collé. Oh. J'ai failli l'amener. C'est extraordinaire. Si je l'amène, ils ne viendront pas après à l'école Estienne voir mon expo. Mais... Bon, mais moi, je voulais amener alors. Oui, voilà. C'est un tableau mécanique. En réalité, il y a autant de travail visible sur ce qu'on voit sur l'écran. C'est pas grand, hein, ça fait le format d'une affiche 40-60. Et tout est animé, donc c'est un travail d'automate. Et je me suis intéressé à la mécanique en faisant ça, avec un tour d'horloger, faire des pièces qui fassent que tout ça, ça bouge. Ouais, ça me paraissait amusant de le faire. Ouais. C'était un acte, disons, peu utile finalement, parce que c'est pour faire une affiche. Donc, passer autant de temps à faire une affiche animée alors qu'elle est imprimée et donc inanimée, c'était un jeu intellectuel peut-être, je sais pas. C'est absolument magnifique. Alors ça, c'est l'atelier du marionnettiste et c'est au fond mon premier autoportrait. Alors j'avais les cheveux longs et j'étais entouré d'une quantité de marionnettes qui sont toutes, on peut les identifier, ces compagnies, c'est des compagnies de marionnettes amies, on voit le théâtre Drac, on voit des marionnettes siciliennes aussi à travers une compagnie de Catania, on voit mes propres marionnettes, et puis c'est une sorte d'hommage à des compagnons de route. Oui, il y a un petit côté Gepetto dans son atelier. Oui, aussi. forcément. Et forcément, ouais. C'est vraiment magnifique. Et là, alors, c'est donc dans ce monde des marionnettes qui était conçu d'une façon très globale, j'imagine, en fait, entre les marionnettes animées, mais aussi tout ce décor. Qu'est-ce que racontait, par exemple, cette histoire? Quel est ce personnage avec tout bleu? Alors, moi, j'aimerais dire que ce qu'on a vu avant, ce qu'on voit ici, c'est quelque chose que je découvre parce qu'il y a quand même une part d'inconscient dans ce qu'on peut faire. Souvent, c'est pas vous qui découvrez ce qui est à dire, ce qui est à commenter, mais ce sont les autres peut-être qui vous amènent à explorer ce que vous voulez dire. Et je me suis rendu compte en faisant quelques interviews avec Camille Calabre, un prof de l'école Estienne qui veut faire un catalogue. Il me fait parler comme ça dans plusieurs séances et on peut dire des tas de choses, y compris sachant que ça va être rewrité, réécrit. On peut dire des bêtises, ce qui est intéressant pour pouvoir aller au fond des choses. Et en fait, on découvrait ensemble que j'avais un attrait pour la miniature, l'infiniment petit, les choses en maquette réduite. Et donc, c'est un spectacle que j'ai voulu faire, qui est en cours. Il me faudra juste 30 ans pour le finir, parce qu'il est toujours pas fini. Et j'ai jamais fait de représentation, si ce n'est à la maison, d'un travail sur Moby Dick, déjà Moby Dick. Avant de effectivement travailler sur ce thème pour en faire un livre, sur un spectacle qui serait pour un public de
15 personnes. C'est-à-dire, c'est pas un spectacle qu'on peut faire sans subvention, j'imagine, 15 personnes, mais avec un point de vue qui était celui de l'exact point de vue, comment dire, où on se sent bien pour voir toutes les choses. Donc, un point de vue très, très choisi. Donc, pour 15 personnes, un spectacle d'automates avec peu de manipulations hasardeuses, mais toujours des rails pour conduire des petits personnages qui s'agitent comme des marionnettes. Et donc, je voyais Moby Dick de cette manière. Donc, j'étais assez loin. Il me manque encore quelques années pour le finir. Je ne sais pas quand je le ferai, mais sans doute, j'espère un jour si tout va bien. Et entre cet univers en fait du théâtre ou dans ces exécutions de théâtre, de décors de théâtre en fait à Chaillot, mais aussi à l'Opéra de Paris, tu as côtoyé les plus grands metteurs en scène de l'époque, Strehler, Planchon, enfin et beaucoup d'autres aussi. Et ce monde plus intime de la marionnette, qu'est-ce qu'il y avait comme lien? Bon, peut-être qu'il y a forcément des choses que j'aimerais pouvoir dire, mais qui ne sont pas forcément là, parce qu'on a relativement peu de temps. D'ailleurs, regardons la montre. Non, ça va, on a encore une heure. Largement débordé. Ouais. C'est de dire qu'à ce moment-là, j'avais déjà fait un spectacle de marionnettes à fil, m'inspirant des marionnettes siciliennes, c'est-à-dire des marionnettes à tringles, avec des mouvements relativement sobres. Oui, c'est ça. Parce que le théâtre de marionnettes sicilienne, c'est un théâtre du geste, un théâtre aussi qui doit attirer l'attention des spectateurs. Donc il n'y a pas de raffinement trop visible, et donc j'avais déjà fait un spectacle sur la Cordillère des Andes, hein, encore un sujet avec des personnages de mineurs, un thème assez peu utilisé et usité dans les marionnettes, mais qui me touchait, une histoire sociale au fond entre des personnages de la Cordillère des Andes. Et ça, c'est venu après. Ouais. J'avais déjà ce spectacle de marionnettes qui tournait dans toute l'Europe. Hein. J'ai fait énormément de tournées avec ce spectacle-là, dans toutes les villes européennes. Un spectacle forain, Conte de la Cordillère des Andes, ça s'appelait. Wow. Et on pourra le voir à Estienne, montrer le Castellet avec ses marionnettes. Oui. Ah, c'est bien. Et en fait, je pensais effectivement, dès le départ, on a toujours cette impression en fait de ton monde en 3D qui est obligatoirement en construction, en relief, en volume. Et je me disais que le décor de théâtre pouvait être un peu frustrant en fait, dans la mesure où, mais tu parlais tout à l'heure du fait que chez Jérôme Savary, par exemple, c'était aussi des objets qui étaient posés sur la scène en volume. Enfin, j'imaginais des corps comme forcément des grandes toiles peintes, mais on n'est pas du tout on n'est pas dans cette configuration-là systématiquement. Non, mais tout dépend du décor, de qui met en scène, etc. Bon, l'expérience, pour revenir faire un raccourci, l'expérience aussi du théâtre, je rentre au Théâtre National de Chaillot comme constructeur, décorateur et peintre, et je rencontre effectivement au cours des 7 ou 8 années où je suis resté, c'est quand même assez long, je rencontre Bob Wilson, une quantité de metteurs en scène, et puis on fait vraiment des décors à la manière des grands théâtres. Expérience que je prolonge après en rentrant à l'Opéra de Paris comme peintre de décor. Alors, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Plus qu'à Chaillot, j'ai l'opportunité de peindre des grands décors de 20 mètres sur 15 mètres de haut, au carreau, un peu à la manière ancienne aussi, puisque à ce moment-là, on n'avait pas de projecteur pour projeter des images au sol. On broquetait sur le sol les planchers de l'Opéra de Paris dans les salles de décor, des toiles, et on peignait avec des pinceaux. 5-6 décorateurs pour faire une toile, hein. On n'est jamais tout seul.
Et c'est une expérience passionnante parce que c'est vraiment l'univers du trompe-l'œil et du décor en perspective. Et ça, c'est aussi quelque chose qui va me hanter toutes les autres années pour aboutir probablement au travail de pop-up, puisque le pop-up, au fond, c'est du théâtre en miniature. Avec des moyens très simples qui sont ceux qu'on possède à la maison. Voilà. Quand faire du décor, ça demande une structure, d'être dans une organisation, et faire du pop-up, on peut le faire tout seul chez soi. Faut être un peu doué quand même. Non, mais je parle des moyens techniques. Oui, bien sûr, les moyens techniques sont vraiment limités. Sont simples. Et donc après, on va avoir toute une phase en fait où tu vas tout à coup te pencher donc du théâtre et de la marionnette, tout ça toujours avec la musique argentine. On arrive au livre et je me demande pourquoi et comment, puisque en fait tu vas entrer assez tôt, tu vas commencer à travailler en 67, c'est très jeune aussi, aux presses universitaires de France, tu vas commencer à savoir comment on compose des textes, comment on met des images au milieu des textes, enfin, et pourquoi tout à coup ce virage vers le livre. Bon, tout d'abord, imaginez-vous la situation dans laquelle je suis, moi qui suis forcément amnésique de mon passé, de me sentir cuisiner aujourd'hui avec vous sur des chronologies qui parfois s'embrouillent. Je l'ai constaté avec mon ami Camille, qui me fait ses interviews. Il s'énerve par moment, il me dit mais attends, tu viens de me dire que c'était en 68 et là je vois 72. Je dis je sais pas, faites-moi un CV organisé, mais c'est pas mon problème. J'accumule des trucs et j'ai forcément une sorte d'amnésie aussi de tout ce que j'ai pu avoir la chance de faire, hein. C'est une chance, hein. Non, l'édition, c'est parce que c'est vraiment mon peut-être même avant le décor, mon premier rêve, c'était de dessiner. Donc, venant d'Argentine, je demande à mon père, mes parents, comment on fait pour dessiner dans cette société française. Il me dit, il faut aller dans une maison d'édition. Pourquoi il me dit ça? Il aurait pu me dire dans un journal. On peut dessiner dans des tas il y a des tas d'opportunités pour dessiner, mais la maison d'édition lui paraissait... et il me trouve une place aux presses universitaires de France. Mais je n'arrive pas aux presses universitaires de France au service graphique ou technique. D'abord, le mot graphique n'existait pas. C'était le service technique, on appelait ça, le service technique. Hein, c'est bien sec. Et voilà, c'est un endroit où il y a un chef de fab aux presses universitaires de France, très sévère. La vieille école, l'imprimerie des presses universitaires de France à Vendôme. Ils utilisent que du Vendôme, le caractère que je déteste encore 60 ans après, parce qu'il en mettait partout. Et j'ai l'opportunité de travailler sur des couvertures avec des moyens de l'époque, hein, pas de Mac, donc du papier, des ciseaux et des crayons, des compositions, des vieilles barbes qui faisaient depuis 30 ans les couvertures des presses universitaires de France. Et moi, j'arrive avec un peu mon enthousiasme de jeune homme et je m'intéresse aux graphistes suisses, la typographie suisse, le minimalisme, alors qu'on était en plein 19e siècle quand même dans ces presses universitaires de France. C'était une époque où il était extrêmement mal vu de signer ce qu'on faisait. D'ailleurs, personne ne signait ce qu'on faisait. Je commençais à découvrir les artistes qui faisaient des couvertures quand il y avait du dessin, mais on les fréquentait pas. Ils envoyaient leurs dessins par la poste ou un coursier à cheval, probablement. Des pneus. Par pneus, oui. Donc voilà, je m'intéresse à cette
ce graphisme suisse minimaliste, et je commence à faire des couvertures aux presses universitaires de France. J'y reste un certain nombre d'années, mais j'arrive pas, je n'arrive pas directement quand même à faire des livres. Au début, on me met au service des coursiers quand même, avec une valise pour faire les différents bureaux des presses universitaires de France, la librairie générale qui était boulevard Saint-Germain, un dépôt qui était place Paul Painlevé. Je me baladais toute la journée avec une valise pour mystérieusement donner des colis bizarres à des gens que je connaissais pas vraiment, mais qui faisaient partie de la même maison que moi. Quand un jour, je me fais surprendre par le Paul Engoulevent, qui était le créateur des Que sais-je, la fameuse collection Que sais-je. Ouais. Il fallait l'inventer quand même, cette collection. Et lui, il a été un précurseur. C'est non seulement la prémonition du livre de poche, parce que les Que sais-je ce sont des livres de poche, mais avec des sujets pointus, des auteurs intéressants et de première vraiment très intéressant. Et cette collection, ce Paul Engoulevent, créateur des Que sais-je, me dit, puisque vous dessinez, il me surprend en train de dessiner en pleine journée, et il m'envoie au service technique pour faire du graphisme. Et donc je me retrouve sans avoir voulu vraiment, par une façon très détournée, travailler au service technique. Donc, et ça va quand même être un des chemins de ta vie absolument fondamental. Et puis quand même récompensé simplement par un Grammy Award en 2017 pour longtemps après. Hein. Oui, mais c'est quand même une énorme récompense. Enfin, c'est quand même qui rapporte rien, je vous le dis tout de suite, par le fait que c'est lourd et qu'il faut l'astiquer un peu. Ça n'importe pas grand-chose, mais c'est une distinction, c'est amusant, c'est extraordinaire quand même. Oui. Ouais, c'est vraiment magnifique. Donc c'est quand même un chemin dans ce monde du livre. Et puis c'est vrai qu'on était dans des balbutiements, et puis que très vite on a l'impression que tu vas pousser la barre très loin, et aussi dans cette espèce de l'idée de cette conception du livre-objet qui est très très novatrice aussi. Alors le livre-objet, il vient par ma fréquentation des presses, après les presses universitaires de France, de Chou, les grands éditeurs des années 68, 70, Claude Chou, où je rentre, c'est peut-être mon premier livre, ça, en mai 68, on se fait mettre à la porte par Claude Chou qui dit il y a mieux à faire dehors, ça consiste, votre boulot maintenant, à sortir et à relever sur les murs de Paris les textes à l'Odéon et ailleurs, et on revient tous les jours avec un certain nombre de maximes, de textes comme ça, et on fait le livre pratiquement debout à l'imprimerie en 3 jours. Avec ces textes qu'on réunit, tout le monde dehors, avec ces textes à l'imprimerie, au plomb, on fait ce livre-là, vous voyez. Je crois que celui-là est un original que je possède encore. Il a été réédité bien des années plus tard. Voilà, aussi l'influence à l'identique, j'imagine. Oui. L'identique n'est jamais vraiment l'identique, parce que on cherche à changer de papier ou quoi. Mais en tout cas, c'est... un peu l'influence aussi de ce que je disais sur ces graphistes suisses, typographie suisse, un format à l'italienne qui n'était pas très usité à l'époque. Peut-être c'est un livre qui s'est fait remarquer aussi par sa forme, et puis du poche, hein, c'est un livre... C'est un livre souple, en fait. Il a couverture cartonnée. C'était un truc fait pour être consommé et peu collectionné. Mais c'est tout le contraire qui s'est passé, finalement. Il a eu un énorme succès, j'imagine. Ouais. J'ai pas touché de droit d'auteur, j'en sais rien. J'étais appointé
Vous savez, j'ai fait une pochette pour les presses universitaires de France. J'ai fait un petit calcul comme quoi, peut-être pendant 10 ans, les presses universitaires de France, la Librairie Générale, sur une maquette que j'ai faite, une pochette pour envelopper les livres et les emporter, ils ont fait, je crois, 10 millions 10 millions d'emballages. Évidemment, comme j'étais salarié de la maison, il y a une règle qui dit que puisque vous êtes salarié, vous êtes largement payé, et donc pas de droits d'auteur, rien du tout. Mais alors, comment est-ce qu'on apprend la typographie? C'est comme de la peinture, ou dessiner, on tâtonne, comment on compose une maquette? Tu as regardé beaucoup d'autres créateurs, tu as lu des choses, tu t'es moi, renseigné. j'ai une formation autodidacte, donc la seule façon de faire, c'est de regarder ce que font les autres, et ça, c'est très important. C'est un conseil que je donne quand l'opportunité m'est donnée de rencontrer des étudiants, et j'essaye de le faire parce que c'est quelque chose que j'aime aussi, c'est la transmission. Oui, c'est une sorte de naturel aussi, d'organisation dans la page. C'est le vide et le plein. C'est comme demander à un sculpteur comment il fait pour faire surgir en volume des masses. C'est une intuition, hein, une forte intuition des équilibres. C'est ça aussi, c'est comment jouer avec les blancs, les noirs, les équilibres, les tensions, détente, chaud-froid. Ouais. Mais c'est vrai, quand on voit des pages comme ça, on a vraiment l'impression que les lettres sortent de la page, en fait. C'est l'idée, c'est que la typographie, pour moi, c'est quelque chose de vivant, qui a une expression et qui doit... c'est de la musique sans le son. Il faut que ça éclate, il faut que ça sorte, et que ça soit palpable pour celui qui regarde. Oui. En tout cas, c'est vraiment... je trouve que en plus, c'est des objets qui n'ont pas pris une ride. Enfin, c'est tellement... Oh si, moi j'en vois là. Oui. Je ne le ferai pas comme ça aujourd'hui. C'est vrai. Non, c'est archaïque quand même là. Ouais, je trouve ça efficace, et oui, j'aime bien. En fait, après les Grammy Awards, les Grammy Awards ont été décernés en fait pour ce coffret d'Edith Piaf, et là aussi tu as énormément travaillé en fait pour la musique et pour les chanteurs. Oui, comment ça s'est fait? C'est curieux que une récompense ait été donnée à une partie de mon travail qui n'est pas pour moi la plus importante ni la plus significative. Oui, faire des pochettes de disques, c'est marrant, c'est amusant, on rencontre des gens sympathiques, et c'est drôle. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout l'édition. Mais il se trouve que c'est cet album sur lequel on m'a donné des moyens, puisque au fond, sans m'en donner, d'ailleurs, ils m'ont pas dit arrête. Alors j'ai continué. Et j'ai mis du carton, un vrai vinyle. J'ai collaboré avec Joëlle Jolivet, l'illustratrice, pour faire des pop-up. Et en fait, il y a 400 chansons avec une centaine de rondelles faites à la manière des labels de l'époque. Donc c'était un jeu graphique très intéressant à faire. Et ce disque-là, oui, je dis livre, mais non, ma langue a fourché, c'est un disque, un coffret, a été présenté aux USA, et les Américains n'ont pas l'habitude de faire des objets un peu sophistiqués. Pour eux, la musique, ça se vend ça se vend d'une manière un peu cheap, donc en fait, ils font des belles pochettes, soit, mais ils mettent pas des moyens. Nous, ici, en France et en Europe, on fait des pochettes avec des matières, des découpes. Il se trouve que là, c'est peut-être une des premières expériences où on mettait des pop-up dans des disques. Oui. Mais j'en avais fait avant avec Magnana, vous avez vu, donc je récidive là. Oui. Ils sont formidables. Et il y a aussi après ça, il y a beaucoup de labels de disques ont demandé. Donc ça a dû être quand même un succès. C'est un plus pour la vente du disque, ou est-ce qu'on le fait de faire un objet comme ça.
Les résultats, on ne les connaît pas, nous. Vous savez, on peut parler peut-être de la situation des graphistes, hein, des graphistes, des concepteurs visuels. C'est que les maisons, elles ne communiquent pas sur leur succès, ni sur les bienfaits de mettre des moyens pour faire des projets et des produits attrayants. Ils n'ont pas intérêt à le faire parce que vous allez demander des droits d'auteur plus importants la prochaine fois. Donc, alors, je suppose que ce coffret-là, puisque c'est la question, il a bien marché parce qu'on en a fait 10 000 numérotés, puis comme ça ne suffisait pas, ils en ont refait 10 000 pas numérotés, parce qu'il faut être honnête quand même, on ne peut pas numéroter 10 000 et en faire 10 000 derrière. Sinon, les collectionneurs qui sont ici vous tombent dessus. Mais oui, c'est des objets qui se font remarquer. C'est la conjonction de plusieurs choses. Il faut que le sujet soit intéressant et que le graphisme le soit, parce que s'il n'y a que le graphisme qui est intéressant et que le contenu n'en vaut pas la peine, ça ne marche pas. Tu as refusé certains de faire des couvertures des couvertures de disques pour certains chanteurs, ou en général ce qu'on t'a proposé te plaisait? Oui, je crois que c'est une chance aussi de ne faire que ce qu'on vous propose de bien, ne pas courir après des trucs. Voilà, non, juste pour dire que c'est une vraie opportunité. Quand on sait ce que vous faites, on va vous chercher pour ce que vous savez faire de mieux. C'est bien. Ils font bien leur travail. Et puis arrive en fait, bon, ça c'est un livre de 88, mais qui était... Et en fait, tu deviens directeur artistique de Syros en 95. Oui. Et là, oui. Et là, non, ça c'est pas Syros, c'est encore un autre travail graphique. Oui. Tu avais emmené des livres d'une collection absolument magnifique que j'avais pas retrouvée. Mais que personne ne connaît. Moi, je les avais oubliés, enterrés. Et c'est amusant qu'on se voit cet après-midi. Enfin, c'est bientôt cette la fin soirée, d'après-midi, oui. Parce que dans la discussion ce matin avec ce fameux Camille, professeur à l'école Estienne qui prépare cette exposition, il me dit: Syros, t'as pas grand-chose à dire, Syros? Non, je dis rien du tout. Je m'ai oublié que j'avais fait cette maison d'édition. Ah, finalement, je tends la main et je sors 3-4 bouquins et je me rends compte que finalement, si Syros, ça a été important pour moi parce que c'est d'abord la façon dont je suis arrivé comme directeur artistique de cette petite maison, mais très pointue et dynamique. Oui. J'aimais bien le travail éditorial qu'ils faisaient. Je l'ai surveillé de près en allant en librairie, et je vois quand même qu'ils avaient personne pour faire leur graphisme, que c'était assez archaïque, enfin pas très bien foutu, hein, pour être clair. Et je fonce rue Abel-Ovlac et je vois le directeur de la maison et je lui dis: moi je trouve que ce que vous faites en éditorial c'est bien, mais alors le graphisme c'est vraiment nul. Je me propose d'être directeur artistique. Et il dit: top est là. Ok, d'accord. Ça n'existe plus, ça. Ah oui, c'était formidable. Mais c'est une époque. Et voilà. Donc j'arrive chez Syros et puis il me laisse, évidemment, puisque il se disait, ce type-là, il a sûrement des idées pour nous, alors laissons-le faire. Et donc je fais ce qui me paraît bon, et j'ai cette chance de rencontrer des gens comme Germaine Finifter, des grandes directrices de collection qui s'intéressent au monde de la jeunesse, Suzanne Buquiette, des gens comme ça. Je tombe au bon moment. Joseph Périgaud, qui se souvient de Joseph Périgaud, auteur de polar, mais aussi créateur de La Souris Noire, qui siffle tous ses copains et fait venir Didier Deninx, enfin les grands du polar, qui s'intéressent à la jeunesse. Et donc il lance une collection qui s'appelle Souris Noire, qui est d'ailleurs un pastiche de Série Noire, bien sûr. Et j'ai découvert d'ailleurs bien plus tard dans une vente qu'il y avait un polar de la Série Noire qui s'appelle Souris Noire. Et c'est un jeu en abîme. Bien, ouais. Ouais. Et donc, en fait, je découvre ces albums chez Syros qui sont un peu des choses
en contrariété avec ce qui se faisait à l'époque, c'est-à-dire que quand les fabricants ont des cartons pour faire des livres, moi je m'intéresse pas du tout à leurs cartons et je vais chercher des cartons d'emballage dans l'industrie, autrement dit des cartons pas chers qui sont oui fragiles, mais bon pour moi un livre c'est quelque chose qui doit vivre et je m'amuse à mettre une toile qui s'effiloche, mais bon c'est pas grave. On peut penser que tout le monde va faire attention. Une cuvette avec une image et des illustrateurs aussi qui à l'époque démarraient, des gens comme Florence Sestac, Frédéric Rebena, ici Marcelino Truong, Christophe Merlin, bon, les bons illustrateurs qui se sont révélés plus tard et qui sont toujours sur la place publique. Mais à l'époque, c'était des gens qui venaient me voir en disant il paraît que vous faites des choses ici. J'ai envie de dessiner. Donc, cette collection et la souris noire aussi, qui doit être par là. Oui, il y en a une là-bas. La souris noire aussi très à contre-courant des livres avec du papier glacé ou des pelliculages, une matière vraiment inintéressante pour tous, sauf pour moi, parce que je trouvais que le côté obscur d'un polar souris avec une image dessinée par un jeune inconnu à l'époque, Lewis Trondheim, je lui demande de me faire la souris noire, qui est devenue un peu plus connue puisqu'il a monté l'association. Et voilà, David Beauchard, tous ces gens-là participent à ça. Je vais en Italie pour faire chez un relieur qui savait faire les dos ronds, mais je l'emmerde. Et cette histoire de dos ronds, encore aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi passer autant de temps à faire ça? Ah bah si, c'est pas si mal que ça, mais c'est marrant. Les autres le font pas, donc c'est peut-être ça qui m'amusait. C'est ce côté de jouer avec les matières industrielles du livre pour sinon les détourner, au moins leur donner un particularisme. Oui. Et c'est aussi ta première incursion, en fait, dans le domaine du livre pour enfants. Sans doute. Puisque tu le dis. Moi, j'ai tout. Oui, c'est Syros, oui, sans doute, oui. Peut-être que c'est effectivement là que je m'intéresse plus que jamais à la jeunesse. Mais j'étais DA, donc directeur artistique, et au fond, il y avait une maison qui s'appelait Syros Alternative, avec aussi un domaine où ils faisaient des livres sur l'architecture vernaculaire, les activités des années 80, disons. On est en 80, 60. Oui, avec tout le côté 80. Très engagé de cette maison. Oui, très engagé. Ouais. Oui, la maison est issue du PS, donc voilà, avec une méthode PS. Qui sait aujourd'hui ce que c'est, hein? A disparu tout ça. Bon, hélas, on va pas refaire le monde maintenant, mais... et alors, je trouve que dans ton travail de... Il y en a qui sont pas contents, là. Dans ton travail de graphiste, il y a évidemment ce livre qui est une sorte d'apothéose, en fait. Oui, c'est vrai. Si, quand même. Enfin, parce qu'il est complètement tourné vers le graphisme et qui va donner toutes les définitions des mots qu'utilise le graphisme et l'édition. Et donc, c'est l'éloge des sans-papiers, bien sûr, avec ce subtil jeu de mots, et en 2000, qui a été offert en fait à l'occasion de la fête des libraires indépendants en 2011. Et donc, c'est vraiment... un livre, alors on va avoir lettre après lettre. Même la commande est étrange. C'est Marie-Rose Guarnieri que vous connaissez sans doute, et qui a la librairie des Abbesses, une bonne librairie, qui fait tous les ans un bouquin un peu étrange avec derrière des graphistes, des auteurs et des convictions très fortes, et voilà. Donc ce sont des commandes très en marge, puisque c'est pas un éditeur qui vous commande le livre, il est quand même supervisé par Actes Sud, puisque derrière c'est des fonds Actes Sud, enfin voilà. Et ça permet surtout d'être extrêmement libre, puisqu'on n'est pas
on n'est pas du même... disons, Marie-Rose a ses convictions éditoriales, moi les miennes, et je lui propose des choses et ça colle quand on fait les choses, ça marche, puisque on s'entend bien. Et donc c'est vraiment, je trouve, un livre à la gloire du graphisme, à la gloire de la mise en page. Les définitions, déjà, sont une sorte de dictionnaire, un peu de dictionnaire simple, hein, sur les mots de l'édition, les mots du livre. Oui. C'est un formidable livre. Mais on le trouve plus. Non, puisque c'était pas un livre qui était en vente, en fait. C'est un livre qui était en cadeau, et en fait, probablement on le trouve sur les sites... Parce que c'est une mine d'or, en fait, quand on travaille sur les livres et qu'on a besoin de toutes ces définitions. C'est vraiment... je trouve ça très utile. Et puis, arrive l'aventure Albin Michel. Alors là aussi, comme directeur artistique d'Albin Michel. Et donc, cette collection, particulièrement les carnets de philosophie. Alors, comment on conçoit... Une couverture comme celle-là? Eh ben, en ne pratiquant pas du tout la philosophie, surtout. C'est-à-dire, comme j'en fais pas et je m'y connais pas du tout, je me suis dit, il va falloir que j'assure une collection d'une quinzaine de titres sur la philosophie. Les sujets, on me les donne, politique... il y a l'amour, la politique, la liberté, enfin bon, il y en a des sujets de philosophie. Et je trouve une parade qui est, elle est puisée dans mes envies de faire des jeux, des jouets au fond. Et donc, en fait, je propose à Comte Sponville de faire des jouets pour représenter la philosophie. Mais il me semble que la philosophie, on maniait des concepts abstraits, au fond, concrets pour ceux qui en font, abstraits pour ceux qui n'en font pas, et que ce jeu des pièces qui se déplacent pouvait s'accorder avec les mots qui trouvent des significations en fonction du sujet philosophique. Et donc, je fabrique des pièces en bois, des jeux, et je les... Mais en fait, on peut très bien acheter des cubes comme ça. Non, il faut les faire. Non, il faut les faire. Ah oui, bien sûr. Il faut les faire. Il faut les faire. Parce qu'il y a un format. Ben oui. Il y a un format quand même de livres. Et les jeux qu'on achète... les jeux qu'on achète dans le commerce, d'abord, ils me conviennent. C'est pas marrant si j'achète des jeux. Il faut les faire. Il faut un peu souffrir. Il faut les découper. Donc, il y a un format et j'essaye de faire rentrer les pièces, de les organiser de telle manière qu'ils soient... qui rentrent dans la page. Et c'est toute une dérive de jeux qui, quelque part, doivent trouver un signifiant par rapport au sujet proposé. Et alors, selon les différents titres, en fait, il a fallu... alors là, je sais pas, on imagine très bien ce péristyle de temple. Enfin, ça nous rapporte on peut imaginer la cité grecque. Oui, c'est ça. Et donc, à chaque fois, il fallait d'autres cubes resculpter d'autres... Vous n'avez qu'une image, là, seulement? Oui, j'ai j'en ai 14 autres, moi. Oui, mais tu as fait tellement de choses que je peux pas te montrer. Mais voilà, il faut les voir, les autres, parce que effectivement, ce sont des dérives sur des jeux de construction. Pour moi, la philosophie, au fond, c'est une idée simpliste qui est la philosophie, c'est une construction mentale. Oui, on est bien d'accord. Et c'est magnifique, ces couvertures, je trouve que... Et ça donne... Enfin, le relief est tellement présent, à nouveau, la 3D est tellement là. Alors, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, c'était, et que je continue quand c'est possible, à faire, c'est faire quelque chose en volume pour le photographier et lui donner un autre aspect après, une autre vie, une autre manière de voir le volume. Alors maintenant, évidemment, il faut passer à cette étape du pop-up, et c'est vrai que je pense que c'est sur ce domaine-là que tu es le plus connu aujourd'hui. Et donc, quand on cherche un peu, on voit le prince du pop-up, le roi du pop-up. Ouais. Oh, moi, j'ai choisi le roi. J'aime pas beaucoup ces définitions. J'imagine. Et donc,
En fait, tu commences. Alors, ça, finalement, ce sont les premières créations complètement personnelles pour la. Pour la jeunesse, c'est pour tout le monde, en fait. C'est pas papier, pas de. Et, Si, c'est jeunesse. oui, sûr, c'est jeunesse, bien sûr, c'est édité par des éditeurs jeunesse. C'est peut-être des faux livres pour enfants aussi. Oui, absolument. Ouais. Et donc, ça, tu l'avais. C'était bon. Tu parlais de ton attirance pour le cirque, de ton amour pour ces choses colorées et simples du cirque. Et ça a été ton. Comment il est né dans ta tête? Ce livre en particulier? Oui. Ouais, déjà, j'avais commencé à travailler le pop-up. Comment c'est venu le pop-up? C'est aussi, il faut dire, chez Albin Michel, on achetait des pop-up. Je suis resté 13 ans dans la maison comme directeur artistique, quand même, c'est extrêmement long. Donc il fallait que je m'amuse pour pas donner ma démission tout de suite. Et donc je me suis dit, les pop-up qu'on achète aux Anglais ou dans les autres pays paraissent pouvoir être parfois plus actuel, hein. Et je me suis intéressé à travers les illustrateurs que je faisais travailler dans les albums au pop-up. Je regardais comment c'était fait et on a commencé à faire les premiers pop-up chez Albin Michel très rapidement, très tôt. Le premier pop-up que j'ai eu l'opportunité de faire, c'était avec Yves Gott. Ouais. Le dessinateur qui faisait la série Le Baron Noir avec Pétillon, formidable, et il voulait pas, il me dit, moi j'aime pas les enfants, je veux pas dessiner pour les enfants. Et je l'ai quand même amené à dessiner pour les enfants et je pense qu'il est content de le faire encore aujourd'hui puisque ça a beaucoup de succès. On a fait les premiers pop-up un peu d'une manière arbitraire en regardant ce que faisaient les autres. C'était l'idée de faire du pop-up français aussi. Donc ça, c'est venu plus tard, quand on a fondé Helium. L'idée était évidemment on peut pas se refaire, de proposer au public des pop-up dans cette maison. Et c'était peut-être le premier pop-up en 2010, c'est l'année de création de la maison, qui fête ses 10 ans aujourd'hui, hier même, hein, je crois que c'était le cas. Et c'est l'opportunité du Val-de-Marne qui offre à ses 20 000 naissances annuelles. Peut-être que ça a augmenté. Là, je vous parle de 2010. Il y avait 20 000 naissances annuelles. Donc, la municipalité, le conseil départemental, offrait un livre à toutes les naissances, les nouveau-nés. Et donc, j'ai l'opportunité de faire ce livre-là sur le cirque parce que ça me semblait être un sujet plutôt facile à aborder pour moi et on était assez pressés de conclure avec le Val-de-Marne voilà. Ça a été suivi d'une quantité d'autres expériences, puisque je crois que cette année, on est en 2020 ans après, ils font toujours ces créations pour les enfants. Oui, tout à fait. Oui. Et ça, c'est vrai que ça donnait à Helium l'assurance, en fait, elle pouvait, pour une maison d'édition toute naissante, elle pouvait quand même se lancer dans une aventure d'un pop-up qui était une fabrication assez onéreuse, dans la mesure où 20 000 volumes étaient déjà vendus, quoi. Voilà, exactement. C'est une sorte. Bon. Peut-être un mot sur ce goût, puisqu'on est là pour parler de livres, hein, vous l'avez compris. Mon goût de faire des livres industriels, parce que c'est l'objectif, hein, c'est pas des livres d'artistes numérotés. L'idée pour moi, si la commande c'est de produire des livres industriels, c'est de les faire le mieux possible avec les moyens industriels, mais qui ressemblent à des livres d'artistes. Qui ressemblent, il ne faut pas que ça soit des faux livres d'artistes, mais mettre on a à notre disposition dans l'industrie graphique, les métiers de l'imprimerie, des quantités de techniques qui permettent de s'approcher très près de ce que on peut faire en livre d'art. Donc ce livre-là, c'était l'idée de le faire avec des couleurs direct, c'est-à-dire c'est pas de la quadrille où les 4 couleurs passent en même temps et roule ma poule, c'est fini, ça va très vite et c'est pas cher. Non, c'était l'idée de passer chaque couleur l'une après les autres, comme de la sérigraphie,
en offset 7 couleurs pour avoir aussi des tons très dynamiques, très vifs et de le faire avec des papiers, un soin proche d'un livre qu'on aurait sans doute payé plus cher en d'autres temps. Parce qu'aujourd'hui, on a cette possibilité industrielle de faire du grand nombre avec des prix assez tirés. Et donc, si on continue en fait dans tes productions personnelles en fait, qui continuent, et qui se sont poursuivies comme ça chez Helium, il y a aussi ce magnifique livre des jouets de papier. Ou alors là, c'est vrai qu'on retombe dans une vision très très enfantine en fait de ces jeux, et c'est avec cette simplicité. Oui, alors... Ou c'est peut-être une fausse simplicité, parce que c'est peut-être... Non, tu as fait des pop-up beaucoup plus compliqués à monter. Non, ouais. mais ce qui est plus difficile, c'est peut-être la recherche de l'émotion, de la simplicité, ouais. et puis d'être vrai, de pas tricher. Donc au fond, je fais que faire ce que j'aime réellement, au risque de paraître puéril. Et c'est vrai que je me dis des fois que je joue à mon âge avec des concepts d'enfants et je fais mes jouets. Et là, c'était l'idée. C'était l'idée de faire une galerie de jouets que j'aurais aimé avoir, ou de jouets rêvés. Donc on peut peut-être en fait là repartir sur cette technique en fait de la conception en fait d'un livre animé. Qu'est-ce que tu, au départ, qu'est-ce qu'il y a, tu vas dessiner? À quoi ça sert? Non, pas à quoi ça sert. Ça sert à nous enchanter, il n'y a absolument aucun problème. Mais comment tu vas le concevoir, ce livre? Et ça va commencer par un dessin en 2D. Est-ce qu'il y a déjà des couleurs? Comment il va s'élaborer? Comment il va se mettre en relief? Oui, il y a quelque chose d'assez indicible, d'assez mystérieux. Je le sais pas moi-même. Je pense que c'est une conjugaison. On pense en même temps, comme un musicien pense l'œuvre finie alors que il n'a pas encore touché un instrument. C'est assez mystérieux. Je crois que c'est un sens peut-être du volume. Alors voilà, ce sens du volume, c'est quand on se dit voilà, il va y avoir un volume comme ça, comment est-ce que on peut faire rentrer dans la page des éléments en papier qui au fond doivent se ranger bien et ne pas se chiffonner. Donc c'est il y a des études tout simplement, il n'y a pas de logiciel pour faire les livres animés, mais sinon des ciseaux, du papier à découper, et se tromper autant de fois que nécessaire jusqu'à arriver à... et comme c'est un langage, on a des acquis. Donc on a trouvé des choses et qu'on se note dans la tête, qu'on signe quelque part, comme c'est une sorte d'alphabet qu'on se fabrique pour et qu'on améliore et qu'on perfectionne et qu'on complexifie au fur et à mesure du nombre de livres qu'on peut faire. Alors il y a le danger après d'arriver à du très compliqué qui ne sert plus le texte. J'essaye de garder la tête froide pour que l'ingénierie papier, le volume, l'expression de l'image correspondent à ce qu'on a envie de dire en termes de contenu, de texte, d'histoire en fait. Mais ça veut dire qu'en fait, cette image, au départ, tu l'as déjà en 3D. Oui, elle est en 3D dans la tête, on s'imagine comment ça peut fonctionner. Bon, et puis aussi autre chose, j'aime la surprise, parce que si on fait 15 livres, ce qui est à peu près mon cas, je fais pas de concours, hein. J'ai commencé très tard, alors j'ai une excuse. J'aurais pu en faire plus si j'avais commencé en 68. Hein. Mais c'est au fond de faire que chaque livre soit différent. Et ça, c'est pas non plus une posture que je m'inflige, une décision. C'est juste que j'ai besoin aussi de faire une expérience à chaque fois
d'abord pour ne pas m'ennuyer, mais surtout pour surprendre les personnes qui vont plus tard être les clients de ce livre, les acheter ou les découvrir. Et donc ce livre-là, c'est aussi un livre sur quelque chose de relativement simple, c'est une mise en espace relativement simple. Peut-être pas la dernière page. Oui, il y a un piège à la fin. Ouais. Donc, c'est vrai que j'aimais qu'on parle de cette technicité sur des images simples comme celle-là, parce qu'on arrive peut-être un tout petit peu mieux à percevoir, nous qui ne connaissons rien, la façon dont ça peut fonctionner. Voilà, peut-être qu'il n'y a pas d'image. Alors, avant de passer au voyage en mer, oui. juste vous montrer En fait, l'idée de texte, si toutefois il y en a une, c'est pas sûr. C'est tout simplement de me faire plaisir en montrant les bateaux de bassin des années 50, les jouets en bois rustiques, dans la chambre d'enfant, les jouets à tirer, le camion de pompier, mais ça aurait pu être après une petite coquetterie, c'est Jean Prouvé. Qu'est-ce qu'il vient faire là? J'en sais rien. Si ce n'est que j'avais envie de montrer ce berceau que le grand designer dans les années 25-30 a fait pour son fils, le berceau. Le bateau de bassin de chez Jep, jouet de Paris, ça voulait dire. Un petit jouet mécanique aussi, c'était amusant qu'il puisse marcher celui-là. Alors on ne peut pas en faire 6 dans un livre parce que l'éditeur devient fou. Il vous fait l'addition et vous n'avez plus que 2%. Donc on accumule les jouets sans se poser la question à quoi ça sert et on découvre à la fin la petite idée qui a sauvé le livre qu'on était dans la chambre de l'enfance, une sorte de petit retournement de situation et pour dire que ce qu'il y avait peut-être de plus compliqué, c'est comment se plie ce livre. Voilà, c'est au fond faire semblant de ne pas s'y connaître et de glisser dans un livre quelque chose qui soit un petit moment de virtuosité pour le jeu. C'est joli. Alors là, on arrive dans les livres de ce que tu aimes beaucoup, beaucoup, la mer, les bateaux. Oui, j'ai expliqué, le Formose avec Blaise Cendrars à bord en 1952, ça fait rêver, non? Alors là, on a effectivement... Pour ceux qui sont arrivés un peu en retard, et je vois André, 1952, mon arrivée en France, à bord du paquebot Formose, où Blaise Cendrars probablement était, on ne sait pas. Ah, c'est formidable. Là, c'est un hommage aussi, sans doute. C'est le voyage à l'envers entre l'Argentine et la France. Là, je le fais de la France à l'Argentine. Il me semblait que... Et au passage, un salut à ce magnifique paquebot France qui se fait remorquer là, dans le port de New York avec passant au-dessus un hydravion qui est celui de mon oncle qui était pilote argentin et qui a fait la traversée de l'Atlantique à bord de cet hydravion qu'il avait surnommé, appelé Ciudad de Buenos Aires. Ville de Buenos Aires, parce qu'il avait eu des subventions de la ville de Buenos Aires avec son copilote pour essayer tenter de traverser l'Atlantique avec son hydravion. Il n'y est pas arrivé, il s'est planté au Japon, dans une rizière. Il a survécu? Ouais. Ah bon, ça va. Alors, ce qui est vraiment extraordinaire dans ton univers, c'est qu'effectivement, rien, on a l'impression que tout est construit, rien n'est jamais laissé au hasard. Ces bateaux, c'est pas n'importe quel bateau d'hydravion. Les jouets, le petit berceau de Prouvé, enfin, il y a tout le temps des clins d'œil, il y a une culture qui est quand même extrêmement large, extrêmement ouverte. Et c'est en plus une... Non, des références, culture, non, des références. Oui, on peut jouer sur les mots, mais enfin, bon, quand même, je crois que... Et tout ça avec une telle discrétion, c'est vraiment absolument admirable. Et donc là, on continue ce voyage en mer. Donc on a ce magnifique... Alors, quel est ce bateau? C'est un bateau pilote. Alors ça, c'est aussi... Bon, j'ai une maison dans l'île de Groix, et donc je suis amoureux de cette île, toujours, même si j'ai plus la maison, l'île, elle est là, hein, et je peux y aller quand je veux. Mais par contre, je me suis beaucoup intéressé avec les marins sur les histoires de bateaux qui étaient fabriqués, des Dundee, fabriqués à Lorient ou
à Belle-Île-en-Mer, et c'était des magnifiques bateaux pilotes, presque des yachts, mais qui servaient à la pêche au thon. Et là, c'était un bateau désarmé au thon pour faire bateau pilote. Faire bateau pilote, ça veut dire qu'il faut un bateau très manœuvrable. Ça, c'est le numéro 27. J'ai retrouvé les plans de ce bateau et j'ai eu envie de le mettre dans le livre. Pour quelle raison, j'en sais rien. Je trouve que c'est un beau bateau. Et il a les drapeaux de pilote en haut du mât. Ouais. Ah oui, il n'y a pas un détail qui n'est pas un non, mais sens. quand on s'intéresse à la marine, on n'a pas envie de faire d'erreurs parce qu'il y a toujours des copains qui savent encore plus que vous, qui viendront vous reprocher d'avoir fait des bêtises. Il faut faire très attention. Et là, le livre que je fais sur les trains, ça m'a valu 3 ans de documentation parce que on connaît pas forcément un sujet quand on l'aborde, on se passionne pour le sujet et c'est nécessaire pour tenir le coup 3 ans sans faire en se documentant pour être juste. Donc tous ces bateaux sont absolument magnifiques. Alors ça, c'est ton travail plus personnel, mais il y a aussi en fait tout ton travail de mettre en 3D, d'animer en fait des textes ou des images, donc des textes d'autres auteurs ou des images d'autres illustrateurs. Donc, hélas, il va falloir qu'on les voit vite, parce que le temps passe beaucoup trop. Et donc, là, c'est la merveilleuse illustration du droit du lecteur, le droit de ne pas lire. Alors, de ce... Voilà. Oui, bon, un texte existant de Daniel Pénac, très difficile à illustrer, mais on peut trouver aussi... J'avais prouvé déjà avec la philosophie que je savais m'en tirer quand il y avait des cas difficiles. Oui. Là, c'était un cas difficile, c'est comment exprimer des notions de conseil à l'enfance en faisant des dessins là-dessus. Bon, ça a été l'univers des jouets aussi, à travers ce livre. C'est très beau. Là aussi, alors on imagine que peut-être Sampé se prête bien à détacher des éléments de son image. Eh ben non. Eh ben non. C'est difficile. Non, pas tant que ça, parce que c'est un dessin très volatile sur une feuille blanche et donc le dessin très délicat ne fait pas des masses avec des forces et donc il fallait que je trouve une manière assez pudique d'abord par respect à l'illustrateur fantastique qu'il est de mettre son dessin en espace avec des blancs et de faire un peu atomiser tout ça dans la page. Mais c'est un livre que j'ai fait aux dépens de Sampé et aux dépens de son éditeur Gallimard. Ah bon ? C'est-à-dire que je l'ai fait tout seul dans mon coin en me disant j'ai envie de faire ça. Et je suis allé chez Gallimard en disant tenez, j'ai fait un truc là. Et ils m'ont dit ça tombe bien, c'est l'anniversaire de ces 40-50 ans, 60 ans de travail. Et ils ont édité ça dans la foulée très rapidement, sans aucune retouche. Le livre était prêt. Oh, c'est bien. Oui, c'est marrant. Alors ça aussi, quel challenge. Simplement reprendre les illustrations de Saint-Exupéry pour Le Petit Prince. Oui, aussi un exercice pas facile que j'avais refusé d'ailleurs de faire. Je trouvais qu'il y avait déjà trop de choses sur le Petit Prince, des serviettes éponges, des mugs, des brosses à dents, etc. Et j'ai dit à quel intérêt Gallimard me propose de faire un truc sur le Petit Prince en pop-up, je ne voyais pas très bien. L'idée est venue surtout et j'ai accepté de le faire quand j'ai trouvé au bout de plusieurs mois une idée. C'était de faire le livre à l'identique de l'édition de 1900. Je me trompe toujours. La première 43, je crois, 44, à la sortie de la... Je sais pas. Ouais. 43 hein, à la sortie de... Oui, pas à la sortie de la guerre, hein, pendant la guerre. Aux USA, il a dessiné ça pour un éditeur américain et l'idée était de proposer les illustrations exactement à la place où elles sont dans l'album d'origine et ça a été le déclencheur. Ce qui fait que ça m'a obligé à faire 64 pages d'animation, ce qui est beaucoup pour un pop-up quand on sait que la règle, c'est d'en faire pas plus de 6. Ouais. Double page. Il y avait un bon paquet. Je trouve qu'en plus, l'esprit de Saint-Exupéry est totalement préservé, magnifié. Je trouve oui, Gallimard avait très peur quand j'ai fait ces pages avec des fonds noirs, parce qu'il n'y a pas de noir dans les pages du Petit Prince. Ils m'ont dit, tu vas avoir des gros problèmes avec les ayants droit.
Mais les ayants droit se sont laissés faire et je ne sais pas comment ça se fait. Et quand ils ont vu que le livre dépassait 1 million, ils ne m'ont pas, engueulé. Oh, ils sont gentils. Très sympa. Ouais. Là aussi, on continue tout ce travail. Alors, à la fois, là, tu as à la fois Giono et Jolivet. Ah oui, c'est vrai, Oh, c'est oui, presque c'est le même son de... Mais... Alors Giono, oui, c'est ça. Mais alors là, c'est une expérience déjà, je sentais que le pop-up commençait à coûter cher pour les éditeurs et qu'ils réchignaient à en faire. Donc j'ai proposé de faire ce texte parce que je le trouvais à la dimension d'un livre comme une nouvelle. Hein, c'est une sorte de nouvelle, mais c'en est pas une, c'est un roman. D'ailleurs, tout le monde a cru que, et les éditeurs qui ont commandé à Giono ce texte ont cru que c'était un texte réel qui avait existé et ils étaient pas du tout contents quand ils ont appris que c'était une fiction et Giono leur a répondu mais qu'est-ce que vous croyez, vous adressez à un auteur, à un romancier, j'allais pas vous faire un texte de documentaire, donc c'est un texte fictif. Ouais. Et donc il y a deux pop-up, un au début, un à la fin pour esthétiquement permettre aussi de faire des illustrations à l'intérieur du livre et peut-être sans doute réduire les coûts de production. C'est vraiment très beau. On se dépêche. Hein. Alors ça, ce merveilleux Moby Dick aussi, à nouveau avec Joël Jolivet, et puis tout ce travail graphique. Oui, c'était une promesse formidable. Qu'on s'était fait de s'intéresser à ce texte de Marine magnifique. Melville, 400 pages, le réduire en 10 scènes, c'était un gageur. Disons qu'on l'a réduit sévèrement, mais en faisant 10 scènes. Et bon, j'ai le plaisir de dire que ce livre, après que Gallimard s'en soit désintéressé et donc m'ait rendu les droits, de trouver en Chronicle Books un éditeur qui l'a repris il y a quelques mois et qui, pour l'anniversaire d'Herman Melville, les 200 ans de sa naissance, le livre est disponible chez Chronicle aux USA. Formidable. Et puis, alors ça aussi, ça paraît absolument extraordinaire, c'est prendre des peintres et une peinture qui, par définition, est en 2D et un tableau et décider de l'animer. Alors c'est vrai que c'est, avec Madame Sonia Delaunay, c'est absolument extraordinaire. Mais comment on a l'audace de faire une chose pareille? C'est parce qu'elle est pas vivante, sinon elle m'aurait emmerdé. Je ne sais pas du tout ce que ça aurait donné si Sonia Delaunay m'était tombée dessus en me disant « Mais mon cher monsieur, j'ai jamais fait ça, moi !» D'ailleurs, j'ai pas repris les peintures réellement, j'ai triché, je suis un faussaire, je l'avoue. J'ai redessiné Sonia Delaunay. C'est vrai ? Oui, parce que pour un pop-up, on peut pas se servir des images réelles. Ouais. Il faut sans changer les proportions. Hein. D'ailleurs, à la fin du livre, il y a les images qui correspondent au tableau réellement. Ce qui prouve que j'avais quand même une certaine conscience qu'il fallait être net. Et qui a écrit le texte ? C'est pas un texte que j'aime, je préfère pas en parler. Okay. Je trouve pas génial. On n'en parle pas. Non. Mais bon, on se dépêche en plus, alors ça tombe bien. Par contre, ces deux nouvelles publications chez RMN Musée d'Orsay, c'est Sophie van der Linden qui a écrit les textes et c'est très sympa, très bien fait, elle est très talentueuse et ce qu'il y a de plus difficile, c'est faire des textes courts de 2 lignes. C'est vraiment difficile et elle y a réussi. Et donc, c'est vrai qu'ils sont, vous pourrez les regarder. Hein. Hélas, ils ne sont pas encore disponibles et la libraire n'a pas pu se les procurer, mais vous pourrez très bientôt les trouver. Alors là, voilà, on va dire que c'est 2 gars. Mais ce n'est pas 2 gars du tout. Hein. Non. C'est beaucoup moins bien que 2 gars.
c'est moi. Mais c'est une façon d'interpréter Degas. En fait, je me suis servi des mouvements de Degas. Le problème, c'était que l'éditeur était à 2 points le musée d'Orsay de me demander de mettre en pop-up des tableaux de Degas. C'est infaisable. Et c'est quelque chose... je me refuse à faire ça. C'est horrible. Parce qu'on tronque et on triche tout le temps, donc il valait mieux réinterpréter totalement. Et donc c'était un livre qui était aussi une course à la montre, mais bénéfique parce que souvent le court temps c'est soit cruel parce qu'on réussit pas à faire ce qu'on veut, mais si on l'utilise bien, le fait de pas avoir de temps, ça peut permettre de faire un livre spontané. Ce qui était l'idée, c'était de faire à la gouache rapidement en une semaine un bouquin. Et puis un pompon, magnifique pompon aussi pour le musée d'Orsay. Et donc là aussi, on voit tous les animaux les animaux de... Alors, pompon, là, les formes sont respectées, c'est absolument c'est les contours et le volume, je l'ai traduit pour en faire une création personnelle, hein, avec des pages qui sont découpées, autrement dit, c'est du stencil, hein, comme on dit en anglais. Donc en fait, c'est des couleurs Pantone, à chaque fois 7 couleurs par livre, avec une simplification de l'ingénierie papier. 2 points de colle, c'était ma recherche, 2 points de colle par page. Ça veut dire qu'il fallait que le livre coûte moins de 14 €. Donc pour y arriver, il faut vraiment pas faire une ingénierie trop complexe. Trop compliqué. Mais ça fonctionne. Voilà, tellement joli. Donc là, vite, on parle d'un livre qui est en création parce qu'on commence à dépasser un petit peu notre temps. Mais je trouve ça tellement fabuleux. Donc, il est encore en projet, hein, il n'est pas fini. Oui, ça, c'est peut-être le livre qu'on n'aimerait pas qu'il reste en projet tout le temps. Mais hélas, pour l'instant, c'est aussi un travail que j'ai fait pour moi-même. Une sorte de livre de compagnon qui fait son petit chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre au sens pas du tout présomptueux, hein. C'est de voir jusqu'où on peut pousser les limites de la technique, et donc c'est quand même un livre avec 1000 points de colle, donc qu'il faudra produire en édition numérotée. Il y a un éditeur qui a envie de le faire, mais il cherche encore la manière de le faire, les financements, sur un thème qui parle de ce thème du camouflage. Alors c'est un thème que j'ai découvert en visitant un grand musée de la marine à Londres, invité par le conservateur qui me fait descendre dans les sous-sols et découvrir dans des tiroirs des maquettes en bois de 10-15 cm de long, peints par les peintres cubistes camoufleurs en 1915-1917. Et évidemment, je suis rentré en me disant, je tiens à mon sujet, j'adore les bateaux, j'adore les cubistes, et je vais raconter l'histoire de ces bateaux camouflés. Donc c'est un travail sur ce thème, qui portait un nom qui était bataille navale, et que je vais transformer en un vrai nom qui lui aille mieux, c'est-à-dire camouflage, puisque c'est un mot français que toutes les nations qui camouflaient en 1917 ont utilisé, qui est un mot français, camouflé. C'est magnifique, c'est incroyable ce livre. Alors là aussi, une technique totalement différente. C'est un livre qu'on peut... on peut tourner autour et il n'y a pas un point de vue pour le voir, il y a tous les points de vue. C'était ça un peu le défi, c'est que le milieu de la page dans un livre animé, c'est le moteur, c'est le mécanisme. À partir de là, tout doit, pour animer les pièces qui sont plus loin éloignées dans la page, ce sont des pattes et des systèmes de papier. Alors, on va terminer, parce que notre temps est écoulé. Et donc, on va terminer. Est-ce que tu peux parler de Pop-Up Symphonie pendant que je fais démarrer la vidéo? Ah, très bien. Pop-Up Symphonie, petit dernier, qui n'est pas encore non plus encore distribué, mais qui va l'être bientôt. C'est une expérimentation d'un livre
Un livre CD. C'est issu d'un livre qui va être publié, un pop-up avec 5 scènes. Mais là, j'ai simplifié aussi en ne présentant une seule scène sous forme de pop-up. Le reste, c'est un CD et un texte de Jean-Luc Fromental avec des musiques de Marina Cedro. Accompagné par 6 musiciens du Philharmonique de Radio France, qui est un spectacle à l'origine. Et de ce spectacle, on en a tiré un petit livre musical. Et donc voilà le spectacle. Et petit commentaire off, le décor de scène que l'on peut voir sur ces images, c'est l'identique du livre qui va apparaître en grand format. Et on lui fait 1m20 sur 1m20. Et donc la musique est de Marina aussi. Oui. C'est Marina qui chante, Marina qui a composé la musique. Et je trouve qu'en fait ce spectacle, c'est comme une espèce enfin, c'est pas une conclusion, mais c'est une espèce de rassemblement de plein d'éléments en fait de ton travail, à la fois bien sûr les livres animés, mais aussi la musique, mais aussi l'Argentine, puisque les chansons que Marina a composées sont très inspirées de son enfance. C'est aussi tout un esprit d'enfance en fait qu'on retrouve dans cette création, et je trouve que ça boucle une très jolie boucle, mais qui, on l'espère, beaucoup n'est pas bouclée. Les partitions, même si on jouait du piano, la partition des musiques est dans le livre. Oui, c'est vrai qu'on a essayé de faire quelque chose de très complet. Ouais, c'est vraiment formidable ça. Je trouve ça une espèce Entrée au cœur du concert. On garde un petit peu tous les éléments du travail de Gérard Le Monaco dans ce pop-up. Voilà, peut-être vous dire que j'ai amené quelques livres qui étaient de ma collection de livres en cours de réalisation. Si vous avez envie de regarder, évidemment, vous êtes les bienvenus autour de cette table. Voilà. Et vous remercier surtout de votre attention et de votre présence. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.